Attention, vous écoutez un podcast audioactif. Bonjour à tous et bienvenue dans les podcasts des Réfracteurs, un podcast exceptionnel, vous le savez, parce que tout au long de ce mois d'avril, nous consacrons notre ligne éditoriale au cinéaste de légende, Sidney Lumet, puisqu'on commémore l'anniversaire de sa mort. Alors on aurait aimé une occasion plus joyeuse, mais on ne va pas rater cette belle opportunité de parler d'un cinéaste trop méconnu, je trouve, dont on ne parle pas assez, et on va mettre en lumière chacun de ses films, et on a la lourde charge aujourd'hui de commencer avec un de ses plus grands chefs-d'œuvre, un de ses films les plus salués, c'est son tout premier film de cinéma, je précise bien de cinéma, 12 hommes en colère, et j'ai la grande chance d'avoir avec moi deux personnes chères à mon cœur autour de la table virtuelle, puisque je commence par mon équipe et par les dames. J'ai Faye. Comment tu vas, Faye ? Coucou, ça va très bien, je suis très contente d'être là, franchement pour parler de ce monument. Et j'ai aussi une personne qui vient pour la première fois au sein des podcasts des Réfracteurs, mais c'est un soutien fidèle et c'est quelqu'un qui nous lit, qui nous écoute et pour qui j'ai beaucoup d'estime, c'est XP. Bonjour XP. Salut Spike, salut Faye. Coucou et bienvenue. Avant de commencer, je voulais faire un petit clin d'œil personnel parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je le répète que si je me suis mis au podcast, quand j'ai débuté les podcasts des Réfracteurs, j'étais tout seul. C'est notamment parce que vous deux, vous m'avez redonné un peu goût à ce format avec vos émissions sur Star Wars. Donc vous avez fait une émission sur l'épisode 1 et sur l'épisode 2 et je tenais à saluer le fait que ce duo qui m'a redonné un peu la flamme, comme je le dis, est aujourd'hui réuni et je suis très content de vous recevoir. Bon, Faye, toi tu es chez toi, mais XP, ça me tenait à cœur à ce que tu viennes partager avec nous le micro. Ah bah c'est malin, je suis ému maintenant. Moi je sais plus où me mettre, c'est bon. Et de l'émotion, il va y en avoir aussi pour le film dont on va parler aujourd'hui, donc 12 hommes en colère. Alors vous connaissez le préambule habituel des Réfracteurs, on vous précise comment on a eu le film, et là on l'a eu, comme tout au long de ce mois Lumet, presque on va dire, on l'a obtenu par nos propres moyens. J'ai mon petit Blu-ray par exemple qui m'accompagne avec son petit livret à côté de moi en ce moment, et je vous propose mes chers amis de vous livrer un résumé assez succinct du film si vous le voulez bien. Oui. Bah oui, vas-y. Eh bien, 12 hommes en colère, c'est l'histoire de 12 jurés en fait, qui sont réunis pour statuer sur un procès pour meurtre qui implique un coupable présumé des quartiers défavorisés. Et en fait, la particularité de ces 12 hommes, c'est que 11 d'entre eux, dès le début des délibérations, dans le huis clos de la pièce où sont réunis les jurés, vont être de parti pris, on va dire, et vont vouloir absolument juger la personne coupable. Et il y a un seul homme, Henry Fonda, qui va véritablement s'opposer à eux et au moins dans un premier temps réclamer le droit de parler de l'affaire parce que c'est quelque chose qui ne vient pas immédiatement dans le film, et ensuite au fur et à mesure du film il va essayer de les convaincre, si ce n'est de l'innocence du présumé coupable, au moins de la possibilité qu'il soit innocent, puisque on le rappelle, normalement pour condamner quelqu'un il faut prouver sa culpabilité, mais l'un des moteurs du film, et on y reviendra tout au long du podcast, c'est justement cette question autour de la présomption d'innocence et est-ce qu'on doit véritablement prouver son innocence ou sa culpabilité. Là c'est plus le doute raisonnable que la présomption d'innocence, je pense. Moi je commence comme ça, c'est-à-dire qu'il faut avoir aucun doute que la personne, elle est coupable. Si t'as un doute, c'est qu'il y a quelque chose qui... Enfin on va en parler. Si je puis me permettre, c'est un procès aux assises, et aux assises il faut l'unanimité du jury, que ce soit en coupable ou innocent. Eh bien, merci de ces précisions, mes chers amis. Et avant qu'on se plonge dans l'analyse du film en lui-même, j'avais envie de parler un petit peu de la genèse du projet et aussi de sa réception. Et donc, en faisant mes petites recherches, j'ai découvert en fait ce que je ne savais pas, c'est qu'à la base, 12 hommes en colère, c'est un téléfilm qui a ensuite été adapté en pièce de théâtre, mais qui a commencé par la télé, et dont s'est emparé le studio United Artists, qui va proposer non seulement le premier rôle à Henry Fonda, mais également un rôle de producteur qu'il va accepter.
Et c'est véritablement lui qui va porter le projet à bout de bras. Et c'est intéressant, et là XP, je t'adresse un clin d'œil plus que sympathique, de noter qu'à l'époque, Fonda, il sort d'un autre film, il sort de Faux coupable de Alfred Hitchcock, et qu'il y a une certaine symétrie entre les films, puisque dans Faux coupable, Henry Fonda incarnait une personne accusée à tort qui devait prouver son innocence, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et si je peux me permettre d'apporter quelques précisions sur ce téléfilm. Le téléfilm 12 hommes en colère a été diffusé pour la première fois le 20 septembre 1954 sur la chaîne CBS, dans le cadre de la 7e saison de la série Studio One. Et cette version originale a été écrite par Reginald Rose. Et petite particularité, ce téléfilm a été réalisé par le futur réalisateur de La Planète des Singes, Franklin J. Schaffner. Et il a gagné 3 Emmy Awards. Et fort du succès de l'épisode, Regina Hall a décidé de l'adapter au théâtre dès 1955, avant d'écrire un scénario qui sera adapté au cinéma en 1957. Et oui, l'adaptation, on y vient donc parce qu'il n'y a pas que 12 hommes en colère qui vient de la télévision, il y a aussi le cinéaste à qui Henry Fonda va confier le projet, parce que c'est véritablement Fonda qui a souhaité voir Sidney Lumet réaliser 12 hommes en colère, et c'est quelqu'un, à l'époque, Sidney Lumet, qui est très connu pour son travail à la télé. Il fait énormément de pièces de théâtre filmées, mais qui n'a pas encore franchi le pas vers le cinéma, et c'est véritablement Henry Fonda qui le choisit principalement pour ses talents de directeur d'acteur, qui va le propulser, et c'est pas forcément un chemin qui est tout tracé à l'époque. Le fait de passer de la télévision au cinéma, il n'y a pas une porosité comme on peut avoir aujourd'hui, et c'est intéressant de noter, donc là on est au début de notre mois Sidney Lumet, que finalement Lumet c'est un peu quelqu'un qui va tracer la voie pour d'autres cinéastes qui viendraient de la télé, comme Frankenheimer, Peckinpah, George Roy Hill. Toutes ces personnes finalement elles ont suivi la voie que Lumet a empruntée pour 12 hommes en colère. Mais c'est vrai, tu as raison de le dire, à cette époque-là, quand tu passais de la télé au grand écran, c'était genre un privilège. C'était un peu pareil pour quand un acteur de télé devenait une grande star de ciné, c'était vraiment genre des petits cas à part en fait. Alors que maintenant, c'est vraiment... ça passe de l'un à l'autre. Et idem, quand tu avais une star de cinéma qui passait à la télé, c'était c'est devenu un has-been, il est nul, tu vois. Il n'y avait pas du tout le côté prestige qu'on peut avoir maintenant. Donc c'est intéressant de voir ça aussi au travers de Lumet. Et si je peux me permettre aussi, je trouve que le choix de Fonda est hyper justifié, parce que Lumet c'est un enfant de la balle, sa famille vient du milieu du théâtre, donc c'est quelqu'un qui sait comment marche le théâtre, sait comment marche la gestuelle des acteurs, à quel point c'est important. Et je trouve aussi que sur son travail au niveau de la télé, de ce que j'ai pu en voir, c'est quelqu'un qui a aussi compris comment traduire le langage théâtral en langage télévisuel, pour ne jamais perdre les émotions. Et c'est quelque chose qui va être, je pense, essentiel dans la mise en scène du film et la façon dont cette histoire va nous être présentée. Tout à fait, il me semble que pendant 7 ans, Sidney Lumet a réalisé des dramatiques en direct à la télé, donc ça lui fait des heures et des heures et des heures de programme. Ça lui fait des heures où il a dû diriger les acteurs, où il a compris comment fonctionne une caméra, comment les régler. D'autant qu'en même temps, il était aussi... il me semble qu'il donnait des cours de théâtre aussi. C'est ça, oui. Des cours qui étaient différents de la fameuse méthode. Oui, c'est vrai qu'il a une façon bien particulière de diriger ses acteurs. C'est quelqu'un qui fait énormément de répétitions avant les tournages. Il réunit ses acteurs dans des pièces et véritablement il passe par une méthode plus théâtrale que cinématographique. On va y revenir tout au long du mois là-dessus, parce que c'est véritablement sa marque de fabrique. Et puis je voulais revenir alors très rapidement sur Henry Fonda. Je ne vais pas vous faire l'injure de vous le présenter, parce que bon, tout le monde connaît Henry Fonda, je pense, au moins de visage. Mais Henry Fonda à l'époque, c'est déjà un nom qui est bien installé, et l'espèce de révolte sociale qui va habiter 12 hommes en colère, c'est quelque chose qu'on a déjà retrouvé dans son cinéma. Je pense notamment au fait que Henry Fonda était le premier rôle du film Les raisins de la colère. Alors on est dans un cadre très différent, mais il y a peut-être une même flamme de la justice qui habite les deux films, et quelque chose, donc comme je disais, de très social.
Toujours est-il que si Henry Fonda est très connu à l'époque et si Sidney Lumet est déjà très talentueux, l'accueil du film au niveau du public va être assez, si ce n'est frileux, en tout cas il va se faire en deux temps. En fait, il y a une espèce de différend qui va opposer United Artists et Sidney Lumet au moment de la sortie, en ce sens que Sidney Lumet, lui, voulait plutôt une sortie à l'image de ce qu'avait fait le film Marty quelques années avant, c'est-à-dire une sortie qui se fait au fur et à mesure, qui se propage avec le bouche à oreille, qui sort dans un nombre assez restreint de salles avant de s'étendre. Et United Artists, eux, ont tout de suite voulu imposer le film dans un grand nombre de salles, ce qui ne sera pas forcément synonyme de succès pour 12 hommes en colère, mais tout de même, on peut noter que le film va acquérir ses lettres de noblesse, et quelles lettres de noblesse au fil des années, jusqu'à être incorporé à la bibliothèque du Congrès américain, ce qui est une espèce d'honneur ultime pour un film américain. Et puis il va aussi bien sûr être nommé à plusieurs Oscars, l'Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario, pour les citer. Et juste, j'apporte petite précision. Ce qui est intéressant, c'est que le film, il a été vraiment salué par la critique, mais pour le box-office, comme tu le disais, ça a été vraiment un gros échec. Moi, dans les chiffres, j'avais trouvé 1 million de dollars de box-office. Et ce qui est marrant, c'est que c'est la télévision qui va faire que le film va justement gagner son statut d'œuvre culte, parce que justement le fait que le film soit passé assez souvent à la télé, ça a permis à plein de gens de découvrir, et donc d'arriver après à ce qu'il intègre, comme tu l'as dit, la bibliothèque du Congrès. Et en parlant de télévision, pour finir donc avec le petit écran, je crois que Fate avait noté que 12 hommes en colère, c'est quelque chose qui a beaucoup influencé le monde de la télé. Exactement, ça fait partie de ces œuvres comme Un chant de Noël ou La vie est belle de Capra, que en fait on va retrouver dans n'importe quelle série télé, va avoir son épisode 12 hommes en colère. Par exemple, dans Arabesque, vous allez avoir Jessica Fletcher qui va se retrouver au sein d'un jury, qui va pareil essayer de faire changer d'avis, de mener sa petite enquête. Ça va jusqu'à Charmed, par exemple, qui a eu un épisode aussi pareil où Phoebe Halliwell se retrouve dans un jury. Et même 7 à la maison a eu son épisode 12 hommes en colère. Et là, par contre, c'est assez particulier, puisque c'est donc le père de famille qui, je le rappelle, a été reconnu comme pédophile récemment, qui passe l'épisode, en fait, à essayer de convaincre les gens que la personne donc, qui est jugée est coupable. Donc c'est l'inverse de ce qu'il y a dans le film. Et c'est un épisode très particulier. Mais voilà, vraiment, toutes les séries ont eu leur épisode. Il y en a plus ou moins qui vont être intéressants. Je trouve qu'un qui rend pas mal hommage, c'était dans Véronica Mars, qui est une série qui est très centrée sur le polar, très centrée justement sur les problèmes sociaux, qui arrive à reprendre dans l'épisode avec son propre style beaucoup de thèmes forts de l'œuvre, et qui lui rend vraiment bien hommage. Après, dans le côté décalé, vous avez The Office, par exemple, où il y a un épisode où en fait on va voir cet hommage au film, mais c'est pour savoir si Hilary Swank est sexy ou pas. Donc c'est un peu différent. Mais c'est très très sympa. Donc c'est vraiment quelque chose qui a marqué la pop culture au fil des ans. Oui, chacun son approche finalement de cette œuvre culte. Et en parlant d'approche, on va donc s'interroger sur quelle est celle de Sidney Lumet, et notamment ce qui transparaît des premières images du film. Et là, je crois que XP, tu avais pas mal de notes à ce sujet. Oui, tout à fait, parce que avant d'attaquer l'analyse du film, il faut bien comprendre la méthode que Lumet va appliquer à tous ses films. C'est-à-dire que quand Sidney Lumet reçoit un scénario, il le lit, il essaye d'en comprendre les thèmes, et une fois qu'il a compris de quoi ça parle, il va faire en sorte avec toute l'équipe du film, parce que pour Sidney Lumet, il ne croit pas du tout à la politique des auteurs. Un film, c'est une œuvre collective, hein, donc c'est pour ça que sur ce film-là, il va embaucher le chef opérateur Boris Kaufman, et tous les deux, il me semble que Boris Kaufman fera le chef opérateur des 7 premiers films de Sidney Lumet, sauf erreur. Et donc, une fois qu'il a compris les thèmes, il va s'attacher à les transcrire de manière cinématographique. C'est-à-dire que chez Lumet, on a toujours la forme au service du fond. Toujours. Et avant de filmer, en fait, il fait des répétitions comme il l'a fait. Et pour préparer ce film, les comédiens et les techniciens ont eu 2 semaines pour répéter. Et le tournage a duré seulement 17 jours pour un budget de seulement $347 000.
Ouais, assez dérisoire, hein, ça. Totalement dérisoire. Alors oui. Ah, ça serait Michael Bay, il aurait rajouté des explosions pendant qu'ils font le débat, tu vois, histoire de gonfler un peu le budget, hein. Ça aurait été autre chose, hein. Alors, pour attaquer l'analyse du film, déjà, moi, les premières images que filme Sidney Lumet, moi, me rappellent un film américain qui est sorti en 1939 et qui a été réalisé par Frank Capra. C'est Monsieur Smith au Sénat. Pourquoi ça m'évoque Monsieur Smith au Sénat et à bien des égards, parce que Sidney Lumet commence son film en filmant d'abord les marches du palais de justice de New York avec un plan rapproché et un plan ascendant, ce qui donne au palais de justice quelque chose d'imposant, quelque chose de sacré. Et le sacré, on le retrouve sur l'inscription qu'il y a sur le fronton du bâtiment, puisqu'il y a écrit « Administration of Justice is the fairness pillar of God », ce qui peut se traduire par « l'administration de la justice est le plus ferme pilier de Dieu ». La justice aux États-Unis est quelque chose de sacré. D'ailleurs, dans les tribunaux, on voit ça dans les films, hein, tout le monde jure sur la Bible. Le fait qu'il y ait 12 jurés aussi évoque légèrement les 12 apôtres. Ah oui, ça, C'est bien vu ça. Et ça m'évoque Monsieur Smith au Sénat parce que Capra, dans son film, il filme le Memorial Lincoln avec la même révérence que filme Sidney Lumet le Palais de Justice. Mais il y a un côté aussi inquiétant, c'est-à-dire que quand tu vois ce palais de justice, tu sens quelque chose d'imposant, quelque chose de... Tu sens le pouvoir, en fait. Tu sens que c'est pas un endroit où on va déconner. Enfin, je trouve qu'il... Je sais pas, le début du film, quand je vois ce palais de justice, moi, j'ai senti direct, tu vois, la pression. Je trouve que ce début de film... On sacralise un peu. Ouais, c'est vraiment ce début de film, on va nous placer dans la peau des jurés, et je trouve que ça commence dès cette première image, le fait de montrer ce bâtiment imposant, ça met la pression. Moi, j'avais mal à l'estomac, je me dis, j'aimerais pas rentrer là-dedans, tu vois, enfin, pas un côté monstre, mais un peu, limite. Tout à fait. Et là où Capra nous montrait que la Constitution était littéralement gravée dans le marbre, et Lumet nous montre que la justice est littéralement gravée dans le marbre parce que le mot justice est justement gravé dans le marbre sur le fronton. Donc Lumet, par cette première image, nous montre que la justice, c'est quoi ? C'est d'abord un bâtiment, c'est quelque chose de sacré, et c'est quelque chose qui est inscrit dans la Constitution américaine avec des valeurs, les valeurs dont tu as parlé déjà tout à l'heure, Spike. Alors ensuite, le deuxième plan, on se retrouve avec le point de vue qui est pris du premier étage du palais de justice, mais cette fois avec un mouvement descendant, c'est-à-dire qu'on part des piliers de la salle, et la caméra descend jusqu'à la salle des pas perdus. La salle des pas perdus, c'est l'espace rond où les gens marchent. Et ce mouvement descendant est pour moi très intéressant parce que après nous avoir montré que la justice c'est un bâtiment, c'est quelque chose de gravé dans le marbre et c'est quelque chose d'institutionnel, par ce mouvement descendant, Lumet nous montre que la justice est aussi quelque chose de terre à terre. Il quitte les grandes idées de la justice pour revenir au sol, pour revenir à l'humain. Parce que le cinéma de Lumet, c'est toujours un cinéma humain, à hauteur d'homme. Pour quelle raison aussi il filme du premier étage ? C'est aussi une question de point de vue. Parce qu'il aurait tout à fait pu filmer l'allégorie de la justice, hein, qu'on a tous en image. C'est cette femme avec les yeux bandés qui, dans une main, tient un glaive et de l'autre, une balance. C'est pas un thème qu'il veut développer parce que, on le verra par la suite, c'est excessivement difficile pour les hommes de faire abstraction de leur éducation, de leurs préjugés, tout ça. Je me permets, mais moi je suis pas d'accord. Je trouve qu'au contraire, il pose des questions philosophiques sur la justice dans ce film. Enfin, oui. J'en parlais tout à l'heure. Et je trouve, tu dis qu'il retourne à l'auteur d'homme, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui revient souvent dans ces films, c'est que parfois on a l'impression qu'il y a comme une espèce d'entité qui surveille nos personnages, qui est là comme un point de vue, tu vois, qui va porter un jugement. Parfois ça peut être la vérité, tu vois, qui va surveiller nos personnages. Parfois ça peut, si on revient à ce côté un peu sacré que tu citais au début du film, ce point de vue descendant, pour moi, ça serait clairement, tu vois, quelque chose de religieux, enfin une figure religieuse qui pose son regard sur les hommes pour voir ce que les hommes vont faire. Et il y a toujours ce côté, tu vois, un peu quelque chose de divin, quelque part, qui va poser un jugement
sur la nature humaine. Et je trouve que pour moi, c'est le regard du réalisateur qui va dire voilà, je vais vous montrer quelque chose, il va y avoir différents thèmes, différents débats, et c'est à vous de voir au final ce que vous allez en tirer. Et quelque part, c'est nous, le public, qui nous met dans cette position-là on va être les jurés des jurés du film, en fait. Enfin, moi, je l'ai ressenti comme ça, ce plan-là. On est un peu le 13e juré dans 12 hommes en colère, j'ai l'impression. Tout à fait. Et là, on comprend qu'un des buts de Lumet, ça va être de montrer ce qu'il y a derrière la façade de la justice. Et d'ailleurs, il va filmer les coulisses de la justice. Et après, il s'attarde sur un panneau qui nous indique, traduit en français, « Session ordinaire de cour d'assises ». Les mots ont un sens. Ordinaire, c'est quelque chose de quotidien, c'est quelque chose qui n'est pas extraordinaire. J'aurai l'occasion d'y revenir plus tard. Ensuite, Sidney Lumet insiste en filmant quelqu'un qui est dans une cabine publique au sein des coursives du tribunal et qui sort et qui se dirige vers un groupe de personnes et qui le félicite en disant « Vous avez vraiment été extraordinaire ». Et cette introduction, là, on comprend tout de suite que ce jeune homme est un avocat et qu'il a réussi à innocenter, enfin on devine qu'il a réussi à innocenter son client pour ce qui servira de contrepoint après avec ce qui se passera dans la salle. Ensuite, la caméra s'attarde sur les portes du tribunal, 2 portes noires qui font penser à des portes d'entrée d'un théâtre. Et ensuite, on rentre enfin dans la salle du tribunal, où là, il y a un plan un peu particulier, puisque nous voyons le juge qui est de 3/4 et le spectateur. Et comme vous le disiez tous les deux, on voit les 12 jurés. Et on constate une chose avec ces 12 jurés, c'est que ce sont 12 hommes blancs, ce qui est tout à fait normal, puisque dans les années 50, parce que la Cour suprême américaine n'acceptera les jurés de couleur qu'à partir de 1986, et les femmes en 1994. Je suis tellement pas étonnée. C'est encore un coup pour dire « Ah, mais les femmes, elles sont hystériques. » Voilà, bah écoute, on peut pas juger, qu'est-ce que je te dis ? Et là, on a le juge qui nous expose les faits. On peut le citer, vous avez écouté une affaire longue et complexe, un meurtre qualifié, le meurtre prémédité et le plus grave chef d'accusation jugé aux assises. Vous avez entendu la déposition, appris l'interprétation de la loi. Vous devez maintenant distinguer le vrai du faux. Un homme est mort, la vie d'un autre est en jeu. Le discours du juge est solennel, mais après, quand la caméra nous montre de face, on constate un peu que le juge, il a l'air complètement blasé, il ne se fait guère d'illusions, et là aussi, ça me fait penser à M. Smith au Sénat. Le juge me fait penser à Harry Carey, qui incarnait le président du Sénat, qui était lui aussi blasé, qui ne se faisait guère d'illusions. Et puis, autre référence pour moi à M. Smith au Sénat, c'est que les sénateurs sont des représentants du peuple pour voter les lois à la place du peuple. Et là, les jurys dans le système judiciaire américain, les jurys sont tirés au sort pour représenter la population, pour décider du verdict de la justice. Alors ensuite, on a un travelling qui nous présente les différents jurés, mais de manière succincte. Et on remarque quand même qu'un juré se démarque des autres. C'est Henry Fonda, c'est le seul juré qui a un costume qui est blanc, mais un blanc vraiment tapant. Et ça, c'est pas anodin. Ensuite, on a un changement d'axe où on voit enfin de profil le jeune homme qui est accusé, avec le départ des jurés vers la salle de délibération et qui regarde les jurés. Certains jurés le regardent, d'autres non. Et enfin, la caméra change d'axe et la tête du condamné nous est enfin dévoilée dans un plan légèrement en contre-plongée. On constate que ce jeune homme est plutôt d'origine portoricaine, qu'il a l'air complètement hébété. Ensuite, nous avons affaire à un fondu enchaîné
où par le montage, on a le visage du juré qui est en surimpression avec la salle de délibération, et la salle de délibération est filmée d'un pan de mur, c'est-à-dire du mur où se trouve le ventilateur. Ce choix d'axe est très important, parce que à la toute fin du film, quand les jurés ont voté à l'unanimité que les preuves ne sont pas suffisantes pour condamner le jeune homme, eh bien la caméra sera placée de l'autre côté, c'est-à-dire du côté des vestiaires, pour montrer qu'il y a eu un tour à 180 degrés et que maintenant le postulat de départ de la justice, qui est, comme tu l'as dit Spike, aux États-Unis, c'est dans la Constitution, on est innocent jusqu'à preuve du contraire, eh bien il va recouvrer ce statut. Et puis, je vais déborder un petit peu sur ces premières images, parce que j'ai dit que par bien des aspects, 12 hommes en colère me faisait beaucoup penser à Monsieur Smith au Sénat. C'est par l'incarnation d'Henry Fonda. Henry Fonda, c'est le seul juré qui est habillé tout en blanc. Hein. Le blanc, c'est une couleur neutre. Et Fonda, tout comme James Stewart, dans Monsieur Smith au Sénat, il incarnait les valeurs de la démocratie. D'ailleurs, ça allait jusque dans son nom. Hein. C'était Jefferson Smith, hein, Jefferson en hommage à Thomas Jefferson, un des pères fondateurs de la Constitution américaine. Et Smith, parce que c'est un nom très, très, très courant, donc ça connotait que n'importe qui pouvait incarner les valeurs de la démocratie. Et c'est ce que représente Henry Fonda. D'ailleurs, Henry Fonda, tu l'as dit Spike, il a beaucoup tourné avec John Ford. Le début de sa carrière, c'est un acteur fordien. Et pour Ford, en 1939, il avait incarné justement Lincoln, qui sera dans ses jeunes années. Le film s'appelle Vers sa destinée, et en version originale, c'est Young Mr. Lincoln. Et dans ce film-là, il me semble qu'il est étudiant en droit. Donc ce personnage, par son passé, par son passé d'acteur, par son statut d'acteur, il incarne à la fois la Constitution. La couleur blanche, eh ben, ça fait penser à la justice qui a le bandeau sur les yeux, parce que le blanc, c'est la couleur neutre. Lumet nous a montré que la justice, c'était aussi un bâtiment avec des valeurs. Et plus tard, on apprendra que Henry Fonda est architecte. Donc, il travaille dans le bâtiment. Par le dialogue, Fonda va littéralement bâtir, construire la défense de ce jeune homme pour recouvrer les valeurs de la justice. C'est-à-dire qu'au départ du film, il y a totalement une inversion des valeurs. C'est ce que voulait nous montrer Lumet. Il voulait nous montrer un peu les défauts, à mon sens, de la justice, parce que la justice est rendue par des hommes, et les hommes sont faillibles. D'ailleurs, il y a un des jurés qui a dit « Oui, mais vous n'auriez pas été avec nous, il aurait été condamné et, sans aucun problème. » Mais là où il y a une petite différence avec Monsieur Smith au Sénat, c'est que Henry Fonda, lui, est un homme d'âge mûr, il est calme et réfléchi, alors que James Stewart, lui, il incarne la fougue de la jeunesse et la passion. Mais tous les deux, ils vont utiliser le verbe, la parole. Alors, James Stewart, c'était le discours pour essayer de faire changer une loi. Et Henry Fonda, lui, il utilise le discours qu'on pourrait juger de socratique. Hein. D'ailleurs, moi, la première fois que j'ai vu ce film, c'était en cours de philosophie. Notre prof de philosophie, Madame Bretin, nous avait passé le film en amphithéâtre. C'est marrant, moi aussi, je l'ai vu en philo la première fois. Avec Madame Breton ? Non, par contre. Je sais plus le nom de ma prof, par contre. Je suis désolée. En amphithéâtre, et c'est vrai que Henry Fonda a un peu la figure socratique où il développe la maïotique, c'est-à-dire que par le dialogue, il arrive à accoucher des connaissances et à faire naître la vérité. D'ailleurs, pour lui, il vote non parce que il dit je ne sais pas s'il est coupable ou innocent, mais une vie est en jeu, on peut en discuter. Et vraiment, c'est lui
qui rappelle sans cesse les fondements de la justice qui fait partie de la Constitution. Et je vais déborder encore un petit peu, mais il y a une scène dans les toilettes où il discute avec un autre juré. Il dit « Oui, mais vous vous rendez compte, si vous arrivez à nous convaincre qu'il est innocent et s'il s'avère qu'il est vraiment coupable ?» Et là, on touche quelque chose de fondamental dans la justice américaine, c'est que c'est quelque chose de sacré dans la justice américaine, c'est qu'il vaut mieux libérer un coupable que de condamner un innocent. En tout cas, c'est dans les faits, et ça fait partie des valeurs de la justice américaine, mais je pense que au cours de notre discussion, on va voir que ce n'est pas aussi simple. Et enfin, un dernier point, c'est que ce jeune homme portoricain... moi, il me fait penser à un autre grand film qui sortira une décennie après. C'est West Side Story. On a vraiment l'impression que c'est un portoricain de West Side Story qui est jugé. Bah tu vois, je vais raccrocher les wagons moi aussi avec un autre film qui viendra juste après. Donc 12 hommes en colère sort en 1957 et moi j'ai fortement repensé en revoyant le film pour l'émission au film du silence et des ombres. Donc en anglais c'est To Kill a Mockingbird. Donc qui sort en 1962. C'est un film de Robert Mulligan avec Gregory Peck. Et donc je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu, ça peut vous faire un bon appendice à ce 12 hommes en colère, et où là aussi on est face à une vision de la justice américaine qui se demande si on condamne des innocents réellement, et comme tu le disais, c'est inscrit dans la Constitution, c'est en tout cas une valeur de la justice américaine qui vaut mieux libérer un coupable que condamner un innocent. Et donc si vous avez l'occasion de le voir, Du silence et des ombres, lui, est dans une vision beaucoup plus désabusée, une espèce de vision de la justice face à laquelle on serait un peu impuissant et on ne pourrait rien faire. Et le personnage qui est particulièrement impuissant, tu l'as dit, c'est la victime. Donc dans ton analyse des premières images, je te rejoins dans ce visuel que nous a Sidney Lumet du condamné, dans ce sens que c'est la seule fois du film, la seule et unique fois qu'on le verra, alors que c'est lui qui sera le centre des débats des 12 jurés. Et c'est aussi un moment particulier dans la sphère sonore, parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce qu'on découvre le visage de l'accusé, il n'y avait aucune musique, ce qui est assez peu commun à l'époque dans le monde du cinéma américain. Et la musique ne partira qu'à ce moment-là, et j'ai vraiment eu l'impression que Sidney Lumet, dans son approche de 12 hommes en colère, tu nous l'as très très bien décrit, XP, il a besoin d'installer un cadre, le cadre juridique américain, il a besoin d'installer ses personnages, c'est ce petit travelling qui va balayer le visage de chacun des 12 jurés, il a posé les enjeux, puisqu'il a dit clairement, et on va y revenir aussi là-dessus, que condamner ce présumé coupable, ce présumé innocent, pardon, même moi je suis là-dessus, ça reviendrait à le condamner à mort. À la chaise électrique. Sur la sentence, en fait. Oui, il n'y a aucun doute sur la sentence, ce qui va être un autre axe du film au moment de son déroulé. Donc véritablement, moi, ce qui m'a impressionné lorsque j'ai redécouvert 12 hommes en colère, c'est vraiment la science qu'a Lumet pour, en 2 minutes, grâce à toutes les astuces visuelles que tu nous as données, grâce à cette sphère sonore, grâce à l'importance des thèmes, en 2 minutes, il a installé tout un film, et il peut désormais complètement se reposer sur ce schéma qu'il nous a proposé pour développer toute l'intelligence du propos. Moi, je trouve que dès le début, comme tu as dit, il installe tout, mais il installe aussi cette problématique de remise en cause de la justice. Parce que pour Lumet, en fait, ce qui est intéressant, c'est la recherche de la vérité. Et je trouve qu'il y a plein de fois dans le film où il va avoir, via le personnage de Fonda, un comportement un peu à l'air Sherlock Holmes, qui est aussi un personnage qui est en quête et recherche de vérité, et qui dit toujours que quand on regarde tout, une fois qu'on exclut tout ce qui reste, la seule chose qui reste, même si c'est invraisemblable, c'est la vérité. Et c'est quelque chose qui va nous démontrer dans tout le film. Et dans l'introduction, je trouve que déjà, il y a un questionnement par rapport à la justice. C'est-à-dire, est-ce que la justice est vraiment équitable ? Est-ce que le fait qu'on se dise soit il est coupable, soit il est innocent, ça soit la seule réponse ? Est-ce qu'il n'y a pas une troisième zone ? Est-ce que ce garçon, le fait de le montrer de très très près, avec vraiment, il y a limite, tu vois, t'as l'image qui est limite déformée, il est très très près,
on a l'impression voilà, que ça le rend encore plus misérable. On voit sa jeunesse qui ressort et on se dit mais comment un garçon aussi jeune pourrait préméditer comme ça une mort. Enfin, ça choque. Et je trouve que directement par cette introduction, il pose le propos de justement le film va poser des questions sur la justice, sur sa nature, sur son rôle, sur comment la rendre équitablement. Et le film pose cette question et surtout par l'image et par la gestuelle des jurés, on va déjà avoir un petit aperçu, on va déjà se douter un peu de comment certains vont réagir. On voit ceux qui le prennent de haut, on voit ceux qui ont l'air un peu inquiets de devoir être dans ce rôle-là, et c'est vrai que Fonda se détache, et vous parlez de la couleur blanche de son costume, mais le blanc c'est quoi ? Le blanc c'est la somme de toutes les couleurs. Et en fait, pour moi, Fonda, il représente un peu un certain idéal de justice. Et c'est là qu'on revient à la notion philosophique, c'est-à-dire que lui, il va représenter ce que idéalement on devrait tous faire, c'est-à-dire regarder les faits, se poser des questions et sans tenir compte du parcours social de la victime, de notre parcours social à nous. Ce qu'il faut, c'est vraiment avoir ce point de vue extérieur, sans tenir aux faits, voir si vraiment il n'y a aucun doute sur est-ce que cette personne est coupable ou pas. Et le fait que ce personnage-là soit en blanc par rapport aux autres, pour moi, c'est cette idéalisation de ce que devrait être la justice et ce qu'on devrait tous faire, se poser des questions. Et rien que par le costume, déjà, on voit que lui-même va remettre en question cette notion de justice. Et c'est quelque chose qui va être fort pendant tout le reste du film. Et le fait qu'on arrive dans la salle avec cette superposition du visage de la victime avec la table, c'est hyper fort encore. Ça nous fait poser le poids de cette décision. Et franchement, quand on voit un film comme ça, moi, après ce film-là, je me dis non, j'ai pas du tout envie d'être jurée parce que c'est c'est un pouvoir immense et c'est hyper dur émotionnellement. Et le film est très très fort et très très il fait ressortir toute une palette d'émotions et vraiment, je vous dis, tout le début, mais elle est magnifique cette intro parce que vraiment on n'a rien de surexpliqué, on a l'image qui nous montre tout et ça va être le cas pendant tout le film. Regardez la façon dont les personnages vont bouger. Moi je sais que c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion d'étudier, la gestuelle. Quand vous regardez par exemple des hommes politiques qui parlent, la façon dont ils vont bouger leurs bras, s'ils lèvent les épaules, les regards qu'ils vont faire, ça va tout dire et ça on va le voir directement pendant tout le film. Alors justement, ces personnages, ils vont évoluer dans une pièce bien particulière parce que ce qu'on n'a peut-être pas précisé depuis le début de notre podcast, c'est que 12 hommes en colère, c'est, hormis ces quelques images qu'on vous a exposées et la toute fin, c'est un pur huis clos qui se passera dans la pièce des délibérations et qui se passe en plus en temps réel. Hein. Le film ne fait pas d'ellipse. C'est vraiment un exercice de style bien particulier et l'approche visuelle de Sidney Lumet sur 12 hommes en colère est très particulière parce qu'il réfléchit au sentiment de claustrophobie qu'il veut faire naître dans son image et pour ça il va utiliser un procédé assez intéressant. En fait, il va réfléchir le positionnement de sa caméra au fil du long métrage et il va la réfléchir de façon à accentuer cette claustrophobie de plus en plus. Donc, ce qu'il va faire, c'est assez intelligent, on peut le dire. C'est pendant le premier tiers du film, il va se placer au-dessus du regard de ses personnages, très légèrement au-dessus, de telle façon qu'on n'éprouve pas encore pleinement le sentiment d'enfermement dans lequel ils sont. Puis, dans le deuxième tiers du film, là, il va se placer à hauteur de visage. Et de cette façon, on va sentir un peu plus la présence des murs qui nous enferment et qui enferment ces personnages. Et dans le dernier tiers du film, là, il va complètement utiliser des plans de contre-plongée. Donc, on est en dessous du regard des personnages. Tant et si bien qu'on aperçoit à ce moment-là, par moment, le plafond qu'on ne voyait pas jusqu'à présent. Et ça renforce donc ce sentiment claustrophobique, cette impression d'être dans une cocotte minute par l'image. Là, c'est véritablement de la narration par l'image. Et alors, cette interprétation, elle ne me sort pas de ma tête comme ça toute faite, mais c'est Sidney Lumet qui en parle lui-même dans son livre Faire un film, dont je crois que tous les trois autour de la table, on a une copie chez nous, et qu'on a potassé avant le début du podcast. Donc, il y a vraiment ce sentiment de faire naître un sentiment claustrophobique, comme je vous le disais. J'ajouterais à cela
Un deuxième artifice qui est capital dans la narration du film et qui n'est pas propre aux jurés, c'est la météo. Il fait vraiment une chaleur accablante tout au long du film. On voit les personnages transpirer, s'essuyer. C'est vraiment des visages sur lesquels perle la sueur. Et elle accentue elle aussi cette pression. Alors elle est peut-être présente immédiatement par contre. Véritablement, au début du film, il y a par exemple ce ventilateur dans la salle qui ne marche pas et qui va mettre un petit peu en rage les participants. Mais ça n'est pas quelque chose de fixe parce qu'à la moitié du film, il va se passer un événement météorologique très particulier, c'est qu'il va commencer à pleuvoir. Et en fait, ça correspond pile au moment du film où les jurés ne sont plus à 11 contre 1 comme au début, mais ils sont désormais à 6 contre 6, et ça marque aussi un basculement du propos de Sidney Lumet, dans le sens où jusque-là, Henry Fonda devait prouver la possibilité de l'innocence de l'accusé, et à ce moment du film, on change de dogme, et là, c'est plutôt à ceux qui le pensent coupable de prouver sa culpabilité. Donc on revient à une vision de la justice qui est beaucoup plus vertueuse et qui est beaucoup plus en accord avec les grands principes américains qu'on vous a exposés plus tôt. Et puis, pour symboliser aussi le fait qu'à ce moment-là, Henry Fonda n'est plus tout seul, c'est qu'au moment où il pleut, Henry Fonda veut fermer la fenêtre de la salle des jurés pour pas que la pluie rentre à l'intérieur, et il n'y arrive pas. Et là, il va recevoir l'aide d'un autre juré. Alors celui qu'on pensait jusqu'à présent seul contre tous se retrouve aidé. Évidemment, là, c'est pour un geste anodin, mais rien n'est jamais anodin en cinéma, et c'est véritablement une façon de montrer que, je trouve, Henry Fonda, à ce moment-là, n'est plus seul contre tous. Par contre, aussi au niveau, tu vois, de l'aspect un peu angoissant, c'est qu'il y a aussi des moments où il va jouer avec les focales ou se concentrer sur des regards de personnages, comme si en fait le personnage qui va par exemple dire ah bah tiens moi je dis non coupable, d'un coup il y a comme une pression qui se fait sur lui, comme si c'était les regards des autres qui lui tombaient dessus parce qu'il change de vote. Enfin, je sais pas si vous ressentez ça, c'est un peu ce côté pression de la société quand on commence à être différent d'elle. Et je trouve ça super bien. C'est pareil, à chaque fois, toutes les changements de focale, c'est un truc de fou parce qu'à chaque fois, on a cette pression-là. On ressent aussi une certaine violence qui peut s'installer et péter à tout moment parce qu'on a des personnages qui vont être de plus en plus colériques. Mais c'est hyper intéressant. Parfois, on a les angles de caméra qui vont changer. On a parfois l'impression que la caméra est très mobile, qui va se rapprocher des gens. Il y a parfois, moi, j'ai eu l'impression, en fait, j'ai pensé à un requin qui tourne autour de sa proie et qui se rapproche au fur et à mesure, pour porter son coup. Et pendant tout le film, j'avais cette impression-là. Et encore une fois, c'est là que je reviens sur la gestuelle, parce qu'elle est formidable. C'est-à-dire que les personnages qui restent bloqués sur le fait que la personne est coupable, elles vont vraiment avoir une gestuelle avec des mouvements très tendus, avec des épaules très rentrées, avec des côtés très agressifs. Et au fur et à mesure que les changements d'esprit vont s'opérer, on va voir les choses qui se détendent et tout. Et puis à chaque fois... par le jeu de regard et par ces positions-là, on comprend aussi non seulement un autre facteur qui fait qu'il y a des distensions et qui rajoute du stress, c'est vraiment le facteur social qui va être hyper important et qui va être montré justement par la façon dont ces jurés vont se tenir. Genre on a un juré qui va se la jouer faussement détendu en tout temps se vantant de son travail, un truc comme ça, alors qu'en fait ça cache quelqu'un qui est pas du tout sûr de lui. On a le petit vieux qui semble tout fragile dans ses mouvements et qui finalement va se retrouver d'une force impressionnante. Enfin, il y a plein de choses comme ça où pendant tout le film, on a toujours peur que les personnages se jettent au cou, et on voit par les mouvements de caméra, par la météo, par tous ces trucs, plein de facteurs qui fait que ça pourrait finir, pourquoi pas aussi en meurtre, avec des gens qui seraient incapables de discuter. Mais encore une fois, c'est le perso de Henry Fonda qui parvient à garder l'équilibre en étant toujours le perso de la raison, qui va toujours rester très calme. Et c'est lui qui permet d'apporter au spectateur un peu de souffle. Enfin, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans le film. Quelques petites précisions techniques. La focale, c'est dans la caméra, c'est la distance qui sépare la pellicule de l'objectif. Oui. Effectivement, le chef opérateur Boris Kaufman va beaucoup jouer sur les focales, c'est-à-dire que comme tu l'as dit, Spike, c'est plus on progresse dans le film, plus les focales s'allongent, jusqu'à la fin où les gros plans sont réalisés avec des téléobjectifs.
filmé en contre-plongée, hein, ce qui fait beaucoup penser au cinéma expressionniste allemand muet, hein, où vraiment on a un sentiment d'être complètement jugé par les autres personnages. T'as raison, il y a des fois, je pense à du Fritz Lang beaucoup dans la façon de filmer. Et même pareil, dans la façon de jouer des acteurs, tu te dis, on a l'impression de voir des acteurs du muet qui sont là, qui s'expriment, Non mais c'est hyper fort, je trouve que ça rajoute vraiment... Ça pourrait être complètement surjoué, mais ça rajoute une force au film, c'est dingue. Et ça, c'est l'importance du choix et du travail de Sidney Lumet, toujours avec son chef opérateur, parce que ce jeu de focale et ces mouvements de caméra, en fait, il va toujours le faire dans ses films. Et par les jeux de focale, suivant qu'il utilise soit une focale courte, c'est-à-dire un grand angle, mais rapproché, ou une grande focale en téléobjectif, ça va permettre à la caméra d'indiquer au spectateur les sentiments et les émotions des personnages, en tout cas de les faire comprendre. Et c'est des bases qui datent de l'époque du muet. Pour mieux comprendre un peu ce qu'est une focale au cinéma, et je sais que XP, toi comme moi, on a eu une espèce d'épiphanie en lisant le livre de Sidney Lumet, mais c'est très très bien expliqué dans un chapitre. C'est vrai que même moi qui suis très cinéphile, toi aussi XP, et puis toi aussi Faye, bien sûr, c'est vrai que focale, c'est un mot qui peut un peu impressionner parfois, et tu nous l'as très bien expliqué XP, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez totalement vous référer à ce qu'en dit Sidney Lumet dans son livre, avec quelques petits schémas d'ailleurs. C'est très intéressant et ça souligne parfaitement tout ce que tu nous exposais à l'instant. Tout à l'heure, tu as très bien parlé de la gestuelle des personnages, parce que c'est très prégnant. Les personnages sont toujours en mouvement. Et ce qui est remarquable, c'est que lorsque tous les jurés rentrent dans la pièce, en fait, on a un premier plan séquence avec la caméra qui passe de personnage en personnage, qui est sur une grue, qui insiste sur certains personnages et d'autres non. Et ce qu'on peut noter, mais bon, ça on le remarque après plusieurs visionnages du film, parce que ça paraît pas totalement évident dès le premier, c'est que, comme tu dis, les gestes et les attitudes corporelles des comédiens et des personnages est très important. Ça a été permis grâce aux répétitions pendant 2 semaines réalisées par Sidney Lumet, parce que lors du premier vote, on constate que le 9e juré, donc celui qui est situé à gauche d'Henri Fonda, donc c'est le retraité, il ne lève pas la main tout de suite, il hésite, et puis il constate que les autres, ils ont tous levé la main, donc lui, en dernier, il lève la main. Et après, lors du 2e vote, ça va être justement lui qui va aider Henri Fonda en votant lui aussi non coupable, parce que Henri Fonda lui aura donné du courage, alors qu'il dit « je vote non coupable parce que moi aussi je ne sais pas s'il est coupable ou innocent, mais j'ai envie de savoir, j'ai envie d'en discuter ». Et je trouvais ça courageux de la part du 8e juré de s'être levé contre nous tous, et je tiens à lui apporter mon soutien. En plus, ce qui est intéressant aussi, c'est dans ce levage de main, c'est que tu vois qu'il y en a qui vont lever la main vraiment sans hésiter, comme s'ils étaient vraiment persuadés, et en fait, au fur et à mesure du film, tu vas te rendre compte qu'ils n'ont pas forcément levé la main parce qu'ils le pensaient coupable, mais c'est parce qu'ils ne remettent pas en cause la justice. C'est-à-dire que la justice qui est représentée par l'avocat de l'attaque par le juge leur a dit il est coupable, et donc ils ne remettent pas en question ce qui a été dit par la justice et ils mettent coupable. Alors qu'en fait, quand on va commencer à revenir sur les faits, là, ils vont réfléchir et effectivement, au fur et à mesure, ils vont remettre en cause la justice. Mais au début, tu vois que c'est vraiment pas parce qu'ils ont l'intime conviction, c'est parce qu'ils veulent pas sortir de l'ordre social. Et c'est là que c'est intéressant de revoir cette pression faite sur des personnes comme Fonda et l'autre juré qui vont sortir de cet ordre social, parce que c'est quelque chose de pas normal. Et pendant tout le film, que ce soit au début jusqu'à la fin, il y a toujours cette impression qu'il y a quelque chose qui va pas, jusqu'à que finalement ces personnes-là aient fait le choix de la réflexion. Et là, on voit qu'il y a un équilibre qui revient et le beau temps qui revient. Enfin non, mais je trouve le film passionnant de bout en bout à regarder. Et à chaque fois que je le vois, je trouve des nouveaux détails. Et il y a toujours cette intensité. Jamais elle diminue. Jamais.
Je vais même aller un petit peu plus loin que toi parce que j'ai l'impression que le premier combat du film, donc là on va vraiment rentrer dans les thèmes profonds, hein. Le premier combat du film, c'est vraiment de se demander si un système de jurés, une justice qui repose sur les hommes, est réellement juste et est-ce qu'elle protège véritablement les citoyens. Et moi ce qui m'intrigue particulièrement quand je vois 12 hommes en colère, c'est que la première revendication de Henry Fonda, ça n'est pas de dire il est peut-être innocent. La première chose qu'il demande à ses autres camarades, c'est de simplement en parler. Le fait de parler de cette affaire, parce que finalement, ils veulent rester dans un certain ordre social, mais il y a aussi un esprit de je m'en foutisme total. Il y en a un qui veut aller au baseball, il y en a un qui en a marre. C'est pour ça qu'à mon sens, Lumet voulait nous montrer ce qu'il y a littéralement derrière la façade de la justice et le quotidien, et ramener la justice aux hommes, c'est pour montrer que les hommes sont faillibles et qu'une décision qui peut conduire un jeune homme à la mort, ça peut être lié à des trucs banals comme la météo, comme l'envie d'aller voir un match, comme un transfert, du racisme, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être aussi en vouloir à son fils. Oui, tout à fait, ouais. Ouais, et puis il y a ce côté aussi, comme tu disais, Spike, c'est que les avocats, ils connaissent le droit, ils connaissent tous les arcanes du droit, et en fait, au final, c'est une belle idée, hein, de la justice, c'est que on est jugé par ses pairs. Bon, ce qui dénote un peu, c'est que ses pairs, bon, comme je l'ai dit, il faut attendre les années 80 pour que les jurys de couleur puissent être acceptés, et beaucoup plus tard pour les femmes. Mais il y a cette idée que ce sont des amateurs, des personnes qui ne connaissent rien en droit, qui jugent, qui décident, qui examinent les faits sans connaître le droit. Mais il y a pire que ça, c'est parce que quand il te parle aussi de l'avocat commis d'office, c'est-à-dire que le mec, on te dit, il a mal fait son boulot. C'est-à-dire que il s'en fout tellement parce qu'en gros, on l'a mis comme ça. C'est-à-dire qu'il ne sait pas avec ce genre d'affaires qu'il va gagner vraiment de l'argent. Et on voit à quel point, en fait, les avocats, ce qu'ils regardent, et on le voit dans l'actualité, souvent, ce qu'ils regardent, c'est le prestige que va leur apporter une affaire, c'est l'argent qu'ils vont gagner. C'est au final, la notion de justice, ils s'en foutent. Et c'est hyper grave. Et je comprends pourquoi le personnage de Fonda, qui peut nous représenter aussi, qui peut représenter le fait qu'on soit scandalisé, demande à ce que justement on revoie les faits, parce que lui, il veut pas avoir de doute quant à ce qui va se passer. C'est-à-dire, s'il dit coupable, pour lui, il doit avoir aucun doute. S'il y a un doute, c'est qu'effectivement, ça va pas. Et quand on voit les faits, c'est encore plus intéressant, parce que c'est-à-dire que là, on propose la mort ou la vie. Mais si la personne est coupable, on ne tient pas compte des circonstances. Et c'est aussi quelque chose que le personnage de Fonda va mettre en avant, c'est les circonstances et le contexte social. Même si quelque part il faut s'en détacher, parfois il est aussi important, parce que là on voit, quand on regarde le contexte social, c'est que au final c'est de la légitime défense. C'est un pauvre petit gamin qui se faisait tabasser par son père. Donc quel choix il avait ? Soit lui-même mourir, soit essayer de se défendre et s'en sortir. Et le simple fait qu'on ait cette notion-là, ça pose encore une fois une critique de cette justice américaine qui voit ou tout blanc ou tout noir, alors qu'il y a des zones de gris. Et c'est pareil, genre à cette époque-là, une femme qui tuait son mari pour se défendre, elle finissait en prison, et puis tac, pareil, elle était morte. On disait pas, tiens, la pauvre, elle se faisait battre, elle avait pas le choix. Non, c'était, elle a tué, point barre, quoi. Et c'est intéressant de voir à quel point ce film-là propose quelque part une réforme de la justice, demande quelque part à revoir un peu cette notion-là, quoi. Tout à fait, et d'où l'importance d'avoir filmé au départ, dans les coulisses, cet avocat qui a réussi. En opposition avec l'avocat commis d'office, l'avocat commis d'office, comme tu dis, peut-être qu'il ne fait pas d'effort comparé à un avocat où il est payé par ses clients pour innocenter ses clients. Tu le vois rien que dans maintenant aux États-Unis, quand c'est des personnes afro-américaines qui sont jugées, qui n'ont pas l'argent pour avoir un avocat, donc un avocat commis d'office, à quel point ces personnes-là, en fait, elles n'ont pas le droit à un jugement équitable, Oui. même si elles sont coupables. Ça, je m'en fous de savoir coupable, pas coupable, mais la loi dit qu'on a tous le droit à avoir un jugement équitable. Or, Oui. là, le film de Lumet, par les mouvements de caméra, par l'attitude des jurés, par la façon dont il va filmer cette justice qui semble trôner là comme une entité avec plein de pouvoirs,
à chaque image, il remet en question cette notion d'équitabilité. Puisque, effectivement, dans les jurys, on a des gens riches, on a des gens qui sont très fermés, on a des gens qui viennent de quartiers un peu plus pauvres, et on voit que celle qui vient du quartier pauvre, il va le cacher pendant toute une partie du film, jusqu'à un moment où il va le dire parce qu'il va plus en pouvoir. Et on voit à quel point c'est pas du tout équitable, parce qu'en fait, ces gens-là, ils arrivent en ayant déjà des préjugés, et ils vont pas s'en tenir aux faits. C'est genre, c'est un jeune, c'est de la mauvaise graine, de toute façon on les connaît tous, ils sont tous pareils, ils méritent que la mort. Alors que si tu prends les faits, il y a des questions qui se posent effectivement. Tout à fait, et c'est là où le texte de Reginald Rose est fantastique, parce que au travers de ces 12 jurés, en fait, on a une monographie plutôt juste de la société américaine, parce que certes, tous les jurés sont des hommes blancs, hein, parce que bon, comme j'ai dit à l'époque, c'était entre guillemets, c'était la loi, mais on a un peu toutes les catégories socio-professionnelles, hein. On a des chefs d'entreprise, on a un employé de banque, on a un coursier, on a un publicitaire, on a un horloger, on a un retraité, on a quelqu'un qui on a l'impression qu'il fait un petit peu du commerce, un peu des magouilles, on a un peintre en bâtiment, on a un peu tout ça. Et dans les années 50, c'est aussi une période où quand sort le film, où on sort un petit peu du macartisme, et c'est aussi une période qui est marquée par les luttes par les luttes raciales, hein. C'est quand le film sort, il me semble que c'est à peu près au moment où Rosa Parks avait refusé de descendre du bus. Je trouve cette thématique sociale, elle est vraiment omniprésente pendant tout le film, parce que il y a le contexte de l'accusé, on l'a dit, mais perpétuellement, quand ils vont réviser les preuves, il y a ce spectre-là qui va planer aussi. Par exemple, il y a une des choses qui devrait faire accuser le prévenu, c'est le fait qu'une dame l'ait aperçu à travers sa fenêtre, sauf qu'on se rend compte au moment des échanges entre les jurés qu'elle habite juste à côté d'une ligne de métro. D'une ligne de tram. Ouais, voilà. Et qu'elle aurait aperçu le prévenu à travers les fenêtres du tram. Alors, dit comme ça n'a l'air de rien, mais le fait d'habiter à quelques centimètres d'une ligne de chemin de fer, ça montre une certaine pauvreté. Et Lumet, il va même plus loin. Il va plus loin aussi avec les lunettes, où justement tu vois aussi la pression qui est exercée sur les femmes, sur le fait que genre on doit être tout le temps tiré à quatre épingles, tout le temps parfaite, on n'accepte pas l'imperfection, et donc elle va cacher le fait qu'elle ait des lunettes. Et donc, ça remet en cause son témoignage, parce que sans lunettes, moi je vous le dis, j'en porte, sans lunettes, si c'est loin et qu'en plus il y a un tram qui passe, moi je vous dis, je serais incapable de voir que quelqu'un se fasse tuer. Hein. Il va appuyer ça avec le deuxième témoin aussi. Là, c'est un vieillard qui aurait entendu à travers son plafond le bruit de la dispute, et qui aurait aperçu le prévenu s'enfuir par la suite. Mais cet homme-là, en fait, on va rapidement remettre en cause son témoignage, parce qu'on va le décrire comme quelqu'un qui était habillé alors en costume, mais un costume qui est effilé, qui est usé par le temps, et on va mettre en avant le fait que c'est sans doute une personne âgée qui inconsciemment, jamais on ne lui jette la pierre, et d'ailleurs c'est très bien fait de la part de Lumet, parce que cet axe du récit, il le fait passer par le plus âgé des 12 jurés, celui pour lequel on a le plus d'attachement, parce que c'est le premier qui s'est rangé à la cause d'Henri Fonda. Mais ce vieillard va nous expliquer que finalement cet homme, il avait peut-être juste besoin d'attention, besoin que quelqu'un l'écoute, qu'il était seul chez lui dans son appartement, et que là le procès c'est l'occasion pour lui d'avoir un peu de considération. Donc jamais Lumet, il ne va juger les gens qui viendraient des quartiers populaires, là où s'est déroulé le meurtre, mais il va remettre en cause l'ordre social de son époque pour montrer toutes les inégalités qui planent sur elle. Et sur la personne âgée, c'est encore plus intéressant, parce que pendant tout le truc, le jury âgé, il a tendance à être remis en question. Quand il change d'avis, limite les autres sous-entendent qu'il est un peu papy zinzin, et pourtant quand c'est le témoignage de la personne âgée au début, ils le prennent pour argent comptant et ils le remettent pas en cause. Et il y a ce truc, justement, à un moment qui va les faire un peu réfléchir en disant pourquoi lui vous le traitez mal, et pourquoi, sous prétexte que cette personne âgée, elle a juré, qu'elle a dit ce témoignage, vous le croyez,
alors que le gars qui est avec nous, vous voyez bien que c'est quelqu'un de sensé, vous le croyez pas. Et ça pose vraiment ce questionnement aussi, et ça pose aussi le questionnement de la vérité, à savoir qu'est-ce que la vérité ? Est-ce que la vérité, c'est dans des faits qui vont être tangibles, qui vont être impossibles de remettre en cause, ou est-ce que la vérité, au final, c'est aussi un point de vue ? Et est-ce que le point de vue peut différer selon la personne ? Et donc, au final, qu'est-ce que la vérité ? Voilà, c'est tout un truc philosophique. Et c'est pour ça que ce film, voilà, tu l'as dit XP, moi aussi je l'ai vu en philo. Et je me rappelle quand on l'avait vu, justement, on avait après eu un débat hyper intéressant sur cette question de qu'est-ce que la vérité, sur qu'est-ce que la justice. Et c'était passionnant. Enfin, moi, s'il y a des profs de philo qui nous écoutent, allez-y. Je m'en étais même servi au bac. Franchement, allez-y, foncez. Hein. Tout à fait. Et le texte de Reginald Rose est fantastique parce que le personnage d'Henry Fonda va retourner les paroles de ceux qui sont pour la culpabilité, il va les retourner contre. C'est-à-dire qu'il y a le juré qui possède un garage et qui a plusieurs garages et plusieurs employés, qui est ouvertement raciste, qui n'arrête pas de dire oui, mais on sait comment sont ces gens-là, on peut jamais les croire. Et Henry Fonda va justement lui dire, justement, vous dites que ces gens-là, on ne peut jamais les croire, mais la dame qui est témoin, justement, elle fait partie de ces gens-là. Là, vous décidez de la croire, c'est pas cohérent. Et il y a aussi un autre moment qui est très fort, c'est que il y a le juré qui est incarné par Lee Jacobs. C'est celui qui a un problème avec son fils. Il n'arrête pas de dire « Oui, mais le voisin d'en dessous, il a entendu « Je vais te tuer, je vais te tuer ». Je vais te tuer. Et Henry Fonda lui dit, oui, mais vous savez, ça peut arriver à tout le monde d'hurler comme ça, je vais te tuer, I will kill you, en anglais, sans avoir l'intention de le faire. Et justement, à la toute fin, il est poussé à bout, ce juré, très remonté contre Henry Fonda, et il finit par dire à Henry Fonda, je vais te tuer, et quand il prend conscience qu'il a dit ça, et là, il s'écroule. Et oui, et à partir de là, il va rentrer dans une espèce de mutisme pendant presque toute la fin du film. On sent que finalement, avec ces paroles-là, il s'est complètement effondré, et ses convictions qui semblaient inébranlables jusqu'alors sont vraiment remises en cause, que ses fondations sont fragilisées. Et c'est vraiment, comme tu le dis, c'est du génie d'écriture. Ce qui est intéressant aussi, c'est donc le perso qui a des problèmes avec son fils, c'est juste avec une photo, il va craquer et il va se rendre compte que lui-même, il a fait des choses pas top avec son fils, que ça aurait pu finir comme ça. Et il se rend compte que quelque part, le père, il avait aussi une part de responsabilité dans ce qui lui est arrivé. Et que c'est la communication, finalement, qui est importante. C'est-à-dire que s'il avait réussi à communiquer avec son fils d'une meilleure façon, il n'y aurait pas eu cette tragédie. Et c'est aussi important de voir à quel point la communication et la réflexion, c'est un sujet important du film. Et quand je vois ce film-là, je vais vous dire à quoi ça me fait penser. Tous les films d'arts martiaux. Les films d'arts martiaux, vous voyez des combats, mais on dit souvent que les combats sont des combats mentaux. Ce film, c'est ça. C'est un combat d'esprit. Et tous les coups qui sont portés par des mots, sont portés par des réflexions et par un effet de miroir. C'est-à-dire que Henry Fonda, à chaque fois, il va renvoyer un miroir des jurats eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils vont se contempler, voir ce qu'ils sont vraiment. Et ça va les ébranler. À aucun moment, il va lever la voix, à aucun moment, il va les frapper. Il n'y a aucun acte de violence, tout se passe par les mots. Et c'est exactement ce qu'on retrouve dans les films d'arts martiaux, même si des fois on a des combats, mais vous avez souvent des moments où les persos vont se regarder pendant un moment. On retrouve ça aussi dans les films de Sergio Leone, où ils vont se toiser là pendant un moment, et c'est un combat mental qui se joue. Et on a ça aussi, je trouve, dans ces 12 hommes en colère. C'est appuyé par la scène iconique du film, que moi je juge iconique, c'est peut-être ma scène favorite, c'est celle où ce juré qui a une mentalité très étriquée et qui est plein de préjugés sur les gens qui viendraient de classes sociales moins favorisées, va se lancer dans un long monologue plein de haine et totalement détestable, et un par un les jurés vont se lever et vont se détourner de lui. Là c'est de la pure direction d'acteur, du pur mouvement, et on sent que voilà, plus personne ne le suit. Lui qui fédérait un peu au début se retrouve d'un coup esselé, et véritablement là on a ce combat mental, moral, et en plus c'est appuyé
par la mise en image de Lumet tout au long du film, où très régulièrement, il va faire dans son montage des arrêts sur le visage de jurés qui écoutent, et rien qu'en lisant sur le visage de ces acteurs, qui sont magnifiquement dirigés, on va voir soit l'indignation, soit l'approbation. Et là où je le trouve très malin en tant que réalisateur, c'est qu'au début du film, il nous propose souvent des visages esselés, aussi esselés que peut l'être Henry Fonda à ce moment-là, et vers la fin du film, son cadrage va être plus ouvert, et souvent on va rassembler 2-3 jurés dans le même cadre pour montrer qu'une espèce d'unité est née à ce moment-là. Donc je souscris pleinement à ce que tu dis. Et sur la scène iconique, j'ai envie de faire un rapport avec la planète des singes. Si vous vous rappelez la scène du procès, il y a cette fameuse image où il y a tout le débat qui se fait, puis à un moment on a des singes, il y en a un qui va mettre les mains sur ses oreilles, un qui va cacher ses yeux et un qui va plus parler. Et en fait la scène que tu décris où tu as les jurés qui se détournent, qui veulent plus regarder, plus l'écouter, ça me fait penser un peu à ça. Je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom, ce truc où tu vois justement cette espèce de statue avec des persos, un qui regarde pas, un qui veut pas écouter, un qui veut pas parler, et ça me fait vraiment penser à ça, ça m'a marqué. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'elle est vraiment iconique. Et puis il y a quelque chose qui marque aussi le fait qu'on est dans un affrontement de personnes assez clair, c'est ce qui fait la proportion des dialogues en fait du film, c'est-à-dire que finalement, si on devait faire un bilan de 12 hommes en colère, on se rend compte que ces 12 jurés ont passé presque autant de temps à se démonter entre eux par rapport à ce qu'ils sont, que par rapport aux faits sur lesquels il doit statuer. Ça arrive très régulièrement que quand un jury remet en cause la parole de quelqu'un d'autre, ça n'est pas forcément fondé sur des choses concrètes, mais c'est simplement un reproche par rapport à ce qu'il est. Par exemple, moi je pense à ce jury qui est très effacé, très timide. On va lui dire mais de quoi tu te mêles. Il y a aussi cet horloger dont tu parlais, XP, qui est d'origine européenne. Tout à fait. Et qui s'exprime avec un accent. Et on va lui reprocher de ne pas avoir un anglais parfait, ce qui, une fois de plus, sera retourné plus tard dans le film par le dialogue, puisque c'est ce même jury qui reprendra la formulation de celui qui l'avait houspillé juste avant. Tout à fait. Et puis même, on remarque dans l'ordre des jurés qui se rallient à la cause d'Henry Fonda, les premiers à le faire, ce sont ceux qui sont plutôt d'origine modeste et populaire, et notamment les deux, comme tu dis, l'horloger qui est issu de l'Europe de l'Est, et il y en a un autre qui, on dirait, qui vient d'un milieu un peu italien, qui vient de ce quartier-là. Puis il y a aussi le peintre en bâtiment, et moi j'y vois encore une référence à Monsieur Smith au Sénat. On va dire que je suis monomaniaque, mais parce que quand James Stewart se rend au Mémorial Lincoln, quand il regarde la Constitution, à ce moment-là du film, il y a un père avec son enfant. Alors l'enfant, il lit le texte de la Constitution, et à ce moment-là, il y a un homme noir âgé qui rentre les larmes aux yeux, qui est baigné de lumière, et qui est comme s'il était éclairé par la Constitution. Et c'est une belle idée que met là Lumet, c'est que finalement, c'est les Américains qui sont finalement plus sensibles aux idées de justice, ce sont peut-être les classes les plus populaires, ou qui sont issues des milieux défavorisés, ou bien qui sont issus de l'immigration. Absolument. Quant à moi, je voulais faire un petit parallèle avec un autre film de Sidney Lumet. Alors, mon parallèle va sembler peut-être un peu étrange au début, mais vous allez voir où je vais en venir. C'est Le Crime de l'Orient Express, que vous pourrez bientôt retrouver en podcast chez nous. Faye, tu seras présente, ce sera avec Charlotte et Sophie. Tout à fait. Et j'ai trouvé qu'il y avait une certaine symétrie, je suis sûr que vous le soulignerez vous aussi magnifiquement, mais il y a une certaine symétrie entre les deux films, dans le sens où, pour moi, en tout cas, 12 hommes en colère, il est parfois proche de ce qu'on appelle un whodunit, donc qui a commis le crime, si vous voulez le traduire en français. Donc c'est ces films de polar où on cherche les indices et tout ça. Sauf qu'ici, ce serait complètement inversé, et c'est ça pour moi le cœur du film, c'est possible. En fait, ce qu'on cherche, c'est pas un coupable, c'est un innocent, et on cherche le chemin qui l'emmènerait à l'innocence. En fait, c'est un peu comme un épisode de Columbo, où le principe de Columbo, c'est... nous, on sait qui a fait le coup, et le principe de Columbo, c'est voir comment lui, il arrive à partir de la victime jusqu'au coupable.
Et là, c'est un peu le chemin inverse, c'est-à-dire qu'ils partent de la victime et ils ont le coupable et ils doivent trouver si effectivement tous les éléments qu'ils ont en leur possession le relient, voilà, s'il est vraiment coupable en fait. Voilà, exactement, parce qu'on a beaucoup parlé de philosophie, de grands thèmes de société, et 12 hommes en colère les pose, mais je trouve que ce qui fait sa force aussi, à travers ce petit parallèle que je tentais, que tu as prolongé, Faye, c'est véritablement son ludisme. Pour moi, c'est un film dont on se lasse jamais de le voir. Exactement. Et pour rebondir à ce que tu dis, Spike, c'est que moi j'ai la revue Eclipse, c'est une revue de cinéma, j'ai le numéro 48 qui est dédié à Ciné Lumet. Et justement, il y a un article qui traite à la fois de 12 hommes en colère et du crime de l'Orient Express. Et à la toute fin de cet article, je vais vous citer la fin de cet article, c'est que qui évoque le crime de l'Orient Express. Donc je cite: lors des interrogatoires, le colonel incarné par Sean Connery, acteur pour ainsi dire fétiche du cinéaste, exprime justement un point de vue qui sans doute résume assez bien celui de Lumet face à cette œuvre de commande. Alors là, je cite, ouvrez les guillemets, le personnage de Sean Connery. Alors, à mon avis, Ratchet a mérité son sort, mais je regrette qu'il n'ait pas été jugé. Un procès, 12 braves gens, c'est une excellente institution. Fin de citation. Oui, effectivement, et puis c'est quelque chose qu'on va retrouver dans sa filmographie avec le verdict aussi, je trouve. Je crois que Faye, d'ailleurs, la recherche de la vérité, c'est quelque chose qui t'a marqué dans la filmographie de Lumet. Ah mais totalement, je trouve que c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans tous les films. Dans tous les films qu'il propose, il y a toujours cette notion de vérité qui revient. J'aurai l'occasion d'y revenir au cours de ce mois, mais ouais, j'aime beaucoup vraiment tous les questionnements qu'il va se poser sur cette notion-là, sur ce que c'est, sur si on peut y faire confiance ou pas. Enfin, c'est passionnant, je trouve. Même dans des petits films où on se dit oh, c'est rien du tout, à chaque fois, il arrive toujours à dégager des thématiques folles. Et puis même, c'est pareil aussi sur la pression sociale. Il y a d'autres films aussi que j'ai eu l'occasion de voir où vraiment, pareil, il arrive à dégager ça dans différents secteurs de la société. À chaque fois, on retrouve un peu une construction pyramidale. Et on retrouve ça aussi dans ce film-là, c'est-à-dire que en haut de la pyramide, on va avoir la personne charismatique qui va avoir de l'effet sur les autres, et puis plus on descend, plus on a la personne qui ne rentre pas dans le moule. Et donc au début du film, Fonda, il serait en bas de la pyramide parce que c'est quelqu'un qui va dénoter des autres, et il va s'opposer au haut de la pyramide à ce juré qui a l'air super énervé, super sûr de lui et tout, et c'est pour ça que c'est le dernier qui va craquer, parce qu'à la fin, il va inverser cette pyramide en fait. Et c'est un des trucs que je trouve que j'adore dans son travail, c'est vraiment ce rapport sur la société, sur comment la faire bouger, sur comment casser un peu tous ces codes. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver dans pas mal de ses films. Et un des surnoms de Ciné Lumet, c'est le juste en colère. C'est comme ça qu'on le désigne beaucoup, par le juste en colère. Et ça colle plutôt bien. Ça colle plutôt bien au personnage, et c'est vrai que bien souvent dans ces films, il y a un personnage qui est incarné par une sorte de chevalier blanc qui va défendre les opprimés, ceux qui sont en marge de la société. C'est un thème assez récurrent dans son œuvre, même si lui il ne croit pas à la politique des auteurs. Il y a quand même des thématiques qui sont récurrentes dans sa filmographie. À la fin du film, comme je l'ai dit au début, la caméra change d'axe par rapport au début et filme du vestiaire. Et après, lorsqu'on accompagne, la caméra est à l'extérieur, et lorsque Henry Fonda marche au milieu des piliers du palais de justice, qui sont appelés les piliers de Dieu, je trouve qu'il a une figure un peu angélique, cet Henry Fonda. D'ailleurs, j'ai vu des théories sur des sites américains, comme quoi en fait, Henry Fonda serait un espèce d'ange envoyé pour calmer la folie des hommes. Mais c'était un truc un peu louche, genre... Là encore, on peut voir une référence à Capra, avec La vie est belle.
Oui, puis c'est un moment bien particulier du film aussi, parce que jusqu'à présent, les 12 jurés étaient anonymes. Je pense que c'était le cadre législatif qui voulait ça. Et à ce moment du film, ce vieil homme qui a été le premier à soutenir Henry Fonda et Henry Fonda vont échanger leurs noms. Moi, j'ai eu l'impression qu'avec ce geste, le fait de nommer les personnages à ce moment-là du film, on n'était plus face à des concepts, mais qu'au bout d'une heure et demie de film, on était en face d'hommes, et que c'est finalement ces hommes-là qui sont censés rendre la justice, et c'est à ce moment-là qu'on leur donne un nom, et j'ai trouvé le geste très beau. Mais c'est super intéressant ce que tu dis, parce que le fait qu'on les appelle par des chiffres dans le film, il y a ce côté un peu de déshumanisation, ce qui fait que ça pousse certains, tu vois, à aller dans des trucs extrêmes, genre le gars qui dit qu'il en a rien à foutre, qui veut juste aller voir son match et tout. Moi, j'ai fait un rapport avec les réseaux sociaux, c'est-à-dire derrière un ordinateur. Tu as un pseudo, tu as un chiffre, tu as un truc, et tu peux te permettre de dire des choses que tu dirais pas à la personne en face. Et le fait qu'à la fin, justement, il y ait ces personnes qui se nomment, qui ait un vrai échange, et ben c'est qu'en fait, durant tout le film, en remettant en question la société, en essayant de comprendre ce qu'était la vérité, et ben ils ont regagné quelque part leur humanité. Et quand ils ressortent de là, tu vois, il y a des couleurs, une lumière éclatante. Et je trouve qu'il y a une espèce de notion d'espoir à la fin en disant que ces personnes-là, ils vont peut-être influencer des gens autour d'eux. Et ces gens-là vont en influencer d'autres et ainsi de suite. Et que peut-être c'est comme ça aussi que le changement va arriver. Tout part d'une idée, tout part d'une personne. Et une personne, tu vois, on contamine l'autre et ainsi de suite. Mais c'est exactement ce qu'il nous montrait dès les premières images. Il part d'une idée avec le mouvement de la caméra ascendant, et après avec le mouvement descendant, où il revient pour se situer à hauteur d'homme. C'est exactement raccord. La forme au service du fond. Ah ouais, il est cohérent de bout en bout. Il n'y a absolument pas de gras. Tout est parfait dans ce film. Effectivement, c'est pour ça qu'il est aussi salué aujourd'hui et qu'il est considéré à juste titre. Je pense qu'on sera tous d'accord comme un film culte qu'il faut avoir vu au moins une fois dans votre vie. J'espère que notre émission vous aura au moins permis d'aiguiser votre curiosité si vous n'avez pas encore vu le film. Alors, mes amis, vous le savez, l'exercice veut qu'en fin de podcast, on décerne une note à 12 hommes en colère. Je rappelle que le 10 sur 10 est impossible à atteindre, sauf pour Barry Lyndon d'après Grey Pigeon. Donc je vais vous demander, et très honnêtement je ne me fais pas d'illusions sur votre note, quelle est votre note pour 12 hommes en colère? Honneur aux dames, à toi Faye. Eh ben tiens, je vais continuer la tradition que Sophie a mis en route en mettant 9,99. Comme ça, c'est pas tout à fait 10, mais je peux pas mettre en dessous parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un film qui est équilibré, qui est extrêmement bien construit, qui montre qu'on peut dire beaucoup de choses par l'image, tout autant que par le texte. C'est une vraie leçon de cinéma. Et vraiment, c'est un film qu'il faut voir. Après, vous en pensez ce que vous voulez, mais voyez-le pour votre culture. Même réfléchissez-y, surtout dans la période dans laquelle on est, c'est important de se poser les bonnes questions. Et quant à toi, XP? J'aime pas donner des notes, mais pour moi, ce film est véritablement un chef-d'œuvre. C'est un classique, et pour moi, c'est un classique que tout le monde doit voir au moins une fois dans sa vie. Eh ben, on est bien d'accord, et puis moi je mets une note, je suis de l'équipe, donc toi t'es l'invité, c'est normal, hein, t'as le droit de ne pas en mettre. Mais moi je vais lui mettre un 9 avec un bon gros coup de cœur, parce que on l'a mis en avant pendant notre podcast, mais moi c'est vraiment un film, à chaque fois que je le vois, il rallume une flamme sacrée. Si on devait me demander quel est mon film préféré sur la justice, je pense assez indéniablement que ce serait 12 hommes en colère, parce que c'est lui qui saisit le mieux ce que doit être la justice et ce qu'elle est réellement dans le même temps. Et je trouve ça très virtuose de la part de Lumet. Et puis, c'est aussi un film qui s'attaque, comme on l'a dit, à des inégalités, à des préjugés. Et ça, c'est des thèmes qui me marquent beaucoup. Et je trouve que Lumet le fait avec énormément de tact. Et c'est compliqué quand même de rêver d'un plus grand film pour un premier long métrage. Ça reste un sommet de sa carrière dès le début. Et pour en savoir plus sur Sidney Lumet, nous vous invitons donc à rester au rendez-vous de notre site lesrefracteurs.fr pendant tout le mois d'avril. On vous prépare plein de podcasts, plein d'articles. On va essayer de balayer le plus complètement possible la filmographie de ce grand réalisateur qu'est Sidney Lumet. Et puis, vous le savez, avant de se quitter, traditionnellement, on fait des bisous un peu spéciaux à nos auditeurs. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de faire des bisous innocents. Oh, c'est mignon. Ah, j'aime bien. Oui.
Oui. Ça vous va ? Oui. Si je peux me permettre une dernière chose, Bien sûr. j'ai l'impression d'être Colombo quand je dis ça, c'est que, c'est que 12 hommes en colère, écrit par Reginald Rose, est vraiment un film de procès original, parce que comme tu l'as dit, c'est un film qui rend la justice aux hommes. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on a un film de procès qui est vu du point de vue des jurés, alors que dans la plupart des films de procès, on met en scène les avocats qui s'affrontent avec les témoins et tout ça. Et là, on voit littéralement la justice qui est aux mains des hommes, des citoyens, qui décident. Eh bien, XP, tu nous offres une très belle manière de conclure, et du coup, il ne nous reste plus qu'à saluer nos auditeurs et à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous nous écoutez. Salut tout le monde! Salut! Salut à tous!